T'es-tu déjà senti comme un fantôme dans ta propre vie? Entouré de succès, de confort, de tout ce que le monde considère comme une réussite, mais avec un vide si glacial à l'intérieur que tu as l'impression que personne ne peut vraiment te voir. Te voici sur un piano seul, jouant une mélodie lente, élégante mais profondément mélancolique, comme des gouttes de pluie sur une vitre. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache dans les plis du quotidien, et la lumière qui jaillit parfois des plus profondes obscurités. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un homme qui avait perdu son chemin, et d'une enfant qui, sans le savoir, tenait une carte au trésor dans ses mains silencieuses. Avant de commencer ce long voyage, si tu crois que la bonté est un langage que même les sourds peuvent entendre et les aveugles peuvent voir, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une main tendue dans la nuit. Merci. Cet homme, c'était Nicolas. À 42 ans, Nicolas était un architecte de renom. Son nom était synonyme d'élégance, d'audace et de perfection. Il vivait dans un penthouse de verre et d'acier qui surplombait la ville, un aigle de béton depuis lequel il pouvait observer le monde sans jamais y participer. Sa vie était une mécanique parfaitement huilée, des réunions avec des clients fortunés, des dîners dans des restaurants étoilés, des voyages en première classe. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais Nicolas était un homme mort. Son âme s'était éteinte 5 ans plus tôt, sur une route de campagne détrempée par la pluie. 5 ans plus tôt, un camionneur ivre avait fauché la voiture où se trouvait sa femme, Isabelle, et leur fille de 6 ans, Chloé. Isabelle, sa lumière, son rire, l'artiste qui mettait des couleurs dans son monde monochrome. Chloé, sa petite princesse aux boucles blondes, qui laissait des traces de doigts chocolatés sur ses plans d'architecte et qu'il grondait tendrement. En un instant, son univers avait été anéanti. Depuis, il ne vivait plus. Il fonctionnait. Le travail était devenu sa seule anesthésie, une fuite en avant pour ne pas sombrer dans l'abîme de son chagrin. Il était devenu un expert en solitude. Chaque soir, en rentrant dans son appartement silencieux, le poids de l'absence le frappait avec la violence d'un poing en plein ventre. Il ne regardait plus les photos. Il ne prononçait plus leurs noms. Il avait construit une forteresse de glace autour de son cœur, et personne n'avait le droit d'y entrer. Et puis, il y a eu cette fillette. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait. Depuis quelques semaines, il sentait sa présence, une petite ombre silencieuse sur le parking du supermarché où il s'arrêtait parfois, par habitude, après le travail. Il la sentait avant de la voir. Un regard. Un regard intense, grave, un regard d'adulte dans un visage d'enfant, qui le suivait depuis le moment où il sortait du magasin jusqu'à ce qu'il monte dans sa voiture de sport. Aujourd'hui, par exemple, en sortant du supermarché, il a senti cette brûlure familière dans son cou. Il s'est retourné et l'a vue. Elle était là, près d'un pilier en béton. Si petite. Pas plus de 10 ans, a-t-il estimé. Mince à en être fragile, perdue dans une veste trop grande pour elle et des baskets sales et usées jusqu'à la corde. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage portait les traces de la rue. Elle appartenait clairement à une famille défavorisée. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle ne mendiait pas. Elle n'essayait pas de gagner de l'argent en lavant les pare-brises, comme le groupe d'enfants de son âge qui travaillait sur ce parking depuis le printemps. Elle restait juste là, silencieuse, et elle observait. Elle l'observait. Habituellement, Nicolas ignorait ses enfants. Non par méchanceté, mais par une sorte de pudeur face à une misère qu'il ne comprenait pas, et qui, d'une certaine manière, lui renvoyait l'écho de sa propre pauvreté intérieure. Il accélérait le pas, montait dans sa voiture, et fuyait. Mais ce soir-là, quelque chose a été différent. Peut-être la solitude était-elle plus lourde que d'habitude. Peut-être le souvenir d'Isabelle et Chloé était-il plus vif. Ou peut-être était-ce simplement la dignité absolue dans le regard de cet enfant. Un regard qui ne demandait rien, mais qui semblait tout comprendre. Il s'est arrêté à mi-chemin de sa voiture. Il a regardé la fillette. Elle a soutenu son regard, sans ciller.
Dans son sac de course, il y avait un pain au chocolat, un de ces plaisirs simples qu'il s'achetait parfois, par une sorte de nostalgie d'un temps où la vie avait encore du goût. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il a fait demi-tour. Il s'est approché d'elle. Elle n'a pas reculé. Elle est restée là, immobile, comme un petit soldat de plomb. Il s'est accroupi pour se mettre à sa hauteur. « Tu as faim ?» a-t-il demandé, sa voix rendue un peu rauque par le manque d'usage. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. Il a sorti le pain au chocolat de son sac. Il le lui a tendu. Elle l'a regardé, puis a regardé la pâtisserie, comme si elle ne comprenait pas le geste. Lentement, ses petits doigts sales se sont approchés et ont pris le pain au chocolat. Elle ne s'est pas jetée dessus, comme il s'y attendait. Elle l'a tenu délicatement, presque avec révérence. « Merci, monsieur », a-t-elle murmuré. C'était la première fois qu'il entendait sa voix. Une voix douce, mais étonnamment claire. Nicolas est resté là, accroupi, ne sachant que dire de plus. Il aurait dû se relever et partir. Mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant. Une vieille âme. « Comment tu t'appelles » a-t-il fini par demander. « Luna » a-t-elle répondu. « Luna. » La lune. Ce prénom lui a semblé étrangement approprié pour cette petite lumière dans l'obscurité du parking. « Tu es seule, Luna ? Où sont tes parents ?» À cette question, une ombre est passée dans les yeux de la fillette. Elle a baissé la tête et a serré un peu plus fort son pain au chocolat. « Je n'ai personne » a-t-elle dit. Ces mots. Simples. Dévastateurs. Ils ont traversé la forteresse de glace de Nicolas comme une flèche brûlante. « Je n'ai personne », c'était la phrase qui hurlait en silence dans son propre cœur depuis 5 ans. Pour la première fois depuis une éternité, il a ressenti une connexion. Une reconnaissance. Il n'était pas le seul fantôme. Il s'est relevé. « Mange », a-t-il dit doucement. « Et rentre te mettre au chaud. » Il est parti vers sa voiture, le cœur lourd. En démarrant, il a regardé dans son rétroviseur. Elle était toujours là, debout. Elle n'avait pas touché au pain au chocolat. Elle le tenait contre sa poitrine, comme un trésor. Puis, elle a tourné les talons et a disparu dans l'ombre grandissante du soir. Cette nuit-là, Nicolas a mal dormi. Le visage de Luna, son regard, ses mots, le hantaient. Le lendemain, après le travail, il est retourné au supermarché. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose. Parce qu'il espérait. Il espérait la revoir. Elle était là. Au même endroit. Silencieuse. Quand elle l'a vue, un minuscule, un imperceptible sourire a flotté sur ses lèvres. Ce jour-là, il ne lui a pas seulement donné un pain au chocolat. Il lui a acheté un repas chaud du rayon traiteur, une bouteille de jus de fruits, et une barre de chocolat. Il s'est assis sur le muret du parking, à quelques mètres d'elle, et il l'a regardée manger. Elle mangeait lentement, avec une application presque touchante, savourant chaque bouchée. Ce rituel s'est installé. Chaque soir, Nicolas passait par le supermarché. Chaque soir, il apportait quelque chose à Luna. Et chaque soir, il restait un peu plus longtemps. Il a commencé à lui parler. Pas lui, de sa vie vide. Mais d'elle. Il a appris, bribe par bribe, son histoire. Elle était orpheline. Vraiment. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle était bébé. Elle avait été élevée par sa grand-mère, dans un petit appartement du quartier. Mais la grand-mère était tombée malade, très malade, il y a quelques mois. Elle était maintenant dans une maison de soins, et ne la reconnaissait plus. Luna avait été placée dans un foyer. Un foyer qu'elle détestait. C'est bruyant, disait-elle. Et les grands nous prennent nos affaires. Alors, chaque jour, après l'école, elle s'échappait. Elle venait ici, sur ce parking, parce que c'était le dernier endroit où elle était venue avec sa grand-mère avant qu'elle n'oublie. C'était son lieu secret. Son refuge. Un soir, en arrivant, il a vu qu'elle n'était pas seule.
Un des garçons plus âgés qui lavait les voitures était en train de l'embêter, essayant de lui prendre la petite pomme qu'elle tenait. Luna ne pleurait pas. Elle se tenait droite, le regardant avec un défi muet. Nicolas est sorti de sa voiture. Il n'a pas eu besoin de crier. Son aura, sa taille, son regard froid ont suffi. Le garçon a lâché Luna et a décampé sans demander son reste. Ce soir-là, en lui donnant son repas, Nicolas a ajouté quelque chose. Un petit carnet de croquis et des crayons de couleur. Les yeux de Luna se sont illuminés. Pour la première fois, il a vu un vrai sourire d'enfant sur son visage. Un sourire qui a fait fondre un morceau de la glace autour de son cœur. Le lendemain, quand il est arrivé, elle lui a montré son premier dessin. Ce n'était pas un dessin d'enfant ordinaire. C'était un dessin d'une finesse, d'une imagination incroyable. Elle avait dessiné le parking, mais transformé. Les voitures étaient des créatures fantastiques, les lampadaires, des arbres lumineux. Et au milieu, il y avait un homme, grand et sombre, qui tenait un pain au chocolat brillant comme un soleil. Nicolas a été stupéfait. Cet enfant avait un don. Un don brut, pur. Un écho du talent de sa femme, Isabelle, qui était elle-même peintre. Les jours sont devenus des semaines. Leur amitié silencieuse s'est approfondie. Nicolas ne s'arrêtait plus seulement pour lui donner à manger. Il l'aidait à faire ses devoirs, assis sur le muret du parking. Il lui parlait d'architecture, des formes, des structures. Elle l'écoutait, fascinée, et transformait ses explications en dessins incroyables. Luna était en train de réintroduire des couleurs dans le monde gris de Nicolas. Il recommençait à se sentir vivant. Mais le monde réel, avec ses règles et ses dangers, n'allait pas tarder à les rattraper. Un soir, en arrivant, il ne l'a pas vue. Panique. Froide, irrationnelle. Il a fait le tour du parking. Rien. Il a demandé aux autres enfants. Personne ne l'avait vue depuis la veille. Il est allé au foyer où elle lui avait dit qu'elle vivait. Il a dû se battre avec l'administration pour obtenir des informations. Finalement, une éducatrice au visage fatigué lui a appris la nouvelle. Luna? Elle a fugué. Vraiment, cette fois. Elle a disparu hier après l'école. On a prévenu la police, mais bon, une de plus. Le monde de Nicolas s'est effondré une seconde fois. Il avait laissé sa lumière s'éteindre une première fois. Il ne peut pas laisser cela se reproduire. Ce soir-là, l'architecte de renom a disparu. À sa place, un homme renté a commencé à sillonner la ville. Il a placardé des avis de recherche, avec le plus beau dessin de Luna. Il a interrogé tous les sans-abri, tous les enfants des rues. Il a mobilisé ses contacts, a engagé des détectives privés. Il a dépensé une fortune. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Il ne vivait que pour une seule chose, la retrouver. Pendant une semaine, il a cherché en vain. Le désespoir commençait à le ronger. Et puis, une nuit, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il a eu une illumination. Le dernier endroit où elle était venue avec sa grand-mère. Le parking. Mais il y avait autre chose qu'elle lui avait dit. Un détail. On allait toujours dire bonjour à Papy après. Papy? Il lui avait demandé qui c'était. C'est pas mon vrai papy. C'est le gardien du vieux cimetière, à côté. Il était ami avec elle. Le vieux cimetière. Il était 3 heures du matin. Nicolas a foncé. Le cimetière était fermé, bien sûr. Il a escaladé le mur d'enceinte, se moquant de son costume hors de prix qui s'accrochait aux grilles. Il a erré entre les tombes, dans le silence glacial de la nuit, éclairé seulement par la lune. Il l'appelait. Luna, Luna, et puis, il a entendu un bruit. Un petit sanglot étouffé. Il a suivi le son. Et il l'a trouvée. Elle était là, recroquevillée dans la petite chapelle abandonnée au fond du cimetière. Elle était frigorifiée, affamée, mais vivante. Quand elle l'a vue, elle n'a pas souri. Elle a fondu en larmes. Il l'a prise dans ses bras.
Une petite chose fragile et tremblante. Et en la serrant contre lui, il a compris. Il ne la laisserait plus jamais partir. Et toi, qu'en penses-tu? Réponds ci-dessous, je vous lis tous. Je fais une pause ici, au cœur de la nuit et de la réunion. L'homme qui fuyait la vie vient de sauver une enfant qui fuyait le monde. C'est un tournant. Mais que faire maintenant? La ramener au foyer? L'ignorer? Ou prendre la décision la plus folle et la plus responsable de sa vie? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à sa place. Car la décision de Nicolas allait le confronter à son propre passé de la manière la plus inattendue. Reprenons. Nicolas n'a pas ramené Luna au foyer. Il l'a ramenée chez lui. Dans son penthouse de verre et d'acier. Il a fait face à la fureur des services sociaux, à la suspicion de la police. Mais il avait les meilleurs avocats. Et il avait une conviction. Il a entamé une procédure d'adoption. Le processus a été long, complexe. Il a fallu prouver l'incapacité de la grand-mère, l'inadéquation du foyer. Pendant ce temps, Luna a vécu avec lui. Et le mausolée s'est transformé en maison. Pour la première fois en 5 ans, on a entendu des rires dans l'appartement. Les murs se sont couverts de dessins. Le silence a été remplacé par les questions incessantes d'une enfant curieuse et par les histoires que Nicolas lui lisait le soir. Il a appris à cuisiner. Il a appris à faire des tresses. Il a appris à être un père. Une seconde fois. Pour finaliser l'adoption, la loi exigeait une dernière chose, la signature d'un parent ou d'un tuteur légal, ou une preuve irréfutable que l'enfant était bien orpheline et sans attache. L'état de la grand-mère ne lui permettant pas de signer, les services sociaux ont dû faire une recherche généalogique approfondie. C'est là que le destin a frappé son plus grand coup. 1 mois plus tard, Nicolas a été convoqué par le juge aux affaires familiales. Il y est allé, confiant. Le juge, une femme au visage grave, l'a fait asseoir. Monsieur Lefebvre. Nous avons un problème. Un problème très inattendu. Elle a ouvert un dossier. Les recherches sur la famille de Luna ont abouti à un résultat surprenant. Il s'avère qu'elle n'est pas orpheline, au sens strict du terme. Sa mère est décédée, c'est un fait. Mais son père est en vie. Le cœur de Nicolas s'est serré. Un père? Un père qui allait peut-être lui reprendre Luna? Nous avons réussi à le localiser, a continué le juge. Mais ce qui est étrange, c'est son identité, ou plutôt, celle de la mère. Elle a sorti un document. Un acte de naissance. Le nom de la mère de Luna était Isabelle. Isabelle Dubois. Et le père est un certain Thomas Dubois. Dubois. Le nom de jeune fille de sa femme. Isabelle. Son Isabelle. Nicolas a regardé le juge, sans comprendre. Il doit y avoir une erreur. Ma femme s'appelait Isabelle Lefebvre. Née Dubois. C'est exact, a dit le juge doucement. Et ce Thomas Dubois était son frère cadet, dont elle n'a jamais parlé. L'histoire qui a émergé était un drame familial que Nicolas n'aurait jamais pu imaginer. Isabelle avait un frère, Thomas. Un artiste, un rêveur, l'opposé de sa famille bourgeoise. Rejeté par ses parents, il avait quitté le pays à 20 ans, coupant tous les ponts. Isabelle était la seule à garder le contact, en secret. Thomas avait vécu une vie de bohème, était tombé amoureux, avait eu une fille, Luna. Mais la tragédie l'avait frappé. Sa compagne était décédée. Brisé, il était tombé dans une profonde dépression, incapable de s'occuper de sa fille. Il avait confié Luna à sa grand-mère maternelle, la mère de sa compagne, le temps de se reconstruire. Puis, il avait disparu, probablement parti à l'autre bout du monde. Isabelle, la sœur de Thomas, et donc la tante de Luna, avait tout su. Et elle était morte avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Nicolas était assis, pétrifié. Luna. Sa Luna. N'était pas une inconnue. C'était la nièce de sa femme.
Le sang de son sang. La fille de son beau-frère dont il ignorait l'existence. La cousine de sa propre fille, Chloé. Il a regardé la photo de Luna. Et il a vu. Il a vu les yeux d'Isabelle. Il a vu la forme du sourire de Chloé. Comment avait-il pu être si aveugle? Il n'avait pas seulement sauvé une enfant. Il avait sauvé la dernière parcelle vivante de la femme qu'il aimait. La révélation n'a pas compliqué l'adoption. Au contraire. En tant que plus proche parent par alliance, sa demande est devenue une évidence. Il est devenu officiellement le père de Luna. Le jour où il lui a tout raconté, ils étaient assis dans le salon. Il lui a montré des photos d'Isabelle, de Chloé. Ta maman et ta tante étaient sœurs, lui a-t-il dit. Et ta cousine Chloé et toi, vous vous seriez adorés. Vous aimiez toutes les deux dessiner. Luna a regardé les photos, puis elle a regardé Nicolas. Elle a posé sa petite main sur sa joue. C'est pour ça que tu étais si triste, a-t-elle demandé. Oui, a répondu Nicolas, sa voix brisée par l'émotion. Mais maintenant, je ne le suis plus, parce que je t'ai. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le destin avait encore un tour dans son sac. Un an plus tard, Nicolas a organisé la première exposition des dessins de Luna dans une prestigieuse galerie. Le talent de la petite était stupéfiant. Tout le milieu de l'art était là. À la fin de la soirée, un homme s'est approché de Nicolas. Un homme d'une quarantaine d'années, avec un air de voyageur, des yeux fatigués mais pleins d'une lumière familière. « Vous êtes Nicolas Lefebvre » a-t-il demandé. « Oui, je m'appelle Thomas. Thomas Dubois. Un ami m'a parlé de cette exposition. D'une petite prodige nommée Luna, qui dessine comme un ange. J'ai dû venir voir. Cette petite, sa voix s'est brisée. Elle est la copie conforme de sa mère, et elle a les yeux de ma sœur. Le père de Luna. Il était revenu. Ce soir-là, dans une galerie d'art bondée, une famille s'est retrouvée. Une famille brisée par le destin, mais réunie par la force d'un amour qui avait refusé de mourir. Nicolas n'a pas perdu Luna. Il a gagné un frère. Et Luna a gagné 2 pères. Thomas n'a pas cherché à reprendre sa fille. Il a vu le bonheur dans ses yeux, le lien indestructible qui l'unissait à Nicolas. Il a décidé de s'installer dans la même ville, pour faire partie de sa vie, pour être son oncle, son ami. Pour rattraper le temps perdu. Parfois, on croit donner un simple pain au chocolat à une enfant affamée. Mais sans le savoir, on est en train de se nourrir soi-même. On est en train de nourrir l'espoir. De nourrir l'avenir. Et de retrouver le chemin de la maison. Et toi, qu'en penses-tu? La mélancolie a laissé place à une mélodie pleine, sereine, complexe, une mélodie de famille, de destin. L'histoire de Nicolas et de Luna est celle d'une rencontre qui a guéri 2 solitudes. Elle nous rappelle que les liens du cœur sont parfois plus mystérieux et plus puissants que les liens du sang. Elle nous enseigne que même après la plus sombre des tragédies, la vie a une façon de nous rendre ce que nous avons perdu, parfois de la manière la plus inattendue. Ce récit d'espoir et de destin t'a touché, si tu crois que chaque acte de bonté est une graine plantée pour l'avenir, alors rejoins la grande famille des histoires Sabia. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'illuminer nos chemins. Active la cloche pour ne jamais manquer un miracle. Et laisse un like si tu penses que le plus bel héritage est celui que l'on trouve dans les yeux d'un enfant. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder vraiment les gens que tu croises. La prochaine personne que tu aideras sera peut-être celle qui te sauvera. À très bientôt. Abonne-toi maintenant. Merci. À bientôt.